Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'horizon 2025 et des perspectives macroéconomiques, notamment auxquelles on peut réfléchir à ce stade pour 2025, avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci d'être avec nous. J'ai repris assez simplement le titre de votre présentation macro pour 2025 qui s'intitule « Survivre à Trump 2.0 ». C'est une manière de donner le ton, évidemment. Gilles, avant de détailler peut-être le guide de survie pour le reste du monde face à Trump 2.0, un mot de cet exceptionnalisme américain. Alors, essentiellement sur le plan macroéconomique, sur le plan de la performance des actifs financiers des marchés. C'est un exceptionnalisme, effectivement, qu'on constate sur l'année 2023, sur l'année 2024. Qu'est-ce qui fonde cet exceptionnalisme américain sur cette période, j'entends, Gilles, pour vous, et qu'est-ce qu'on peut dire de cette dynamique par rapport au reste du monde sur l'horizon 2025 ? Je pense qu'une bonne partie de cette croissance américaine, de ce surcroît de croissance est en fait structurel. C'est de plus en plus une évidence pour moi. On a longtemps pensé que le taux de croissance tendanciel ou potentiel de l'économie américaine se situait aux alentours de 1,75. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à parler de 2%. Et cette élévation de la croissance potentielle, elle est probablement le fruit en fait d'une multitude de décisions assez décentralisées d'acteurs américains il y a maintenant une quinzaine d'années, avec des choix d'investissement des entreprises qui ont été tout simplement les bons choix, avec une accélération de l'investissement en logiciel qui a été tout à fait massif à partir des années 2010. On a eu un effort de recherche et développement également tout aussi significatif, qui contraste d'ailleurs totalement avec l'atonie de ce type d'investissement en Europe pendant la même période. Donc ça, c'est un élément d'explication. Un autre élément d'explication, c'est tout simplement la situation démographique. Pas simplement la situation démographique naturelle, entre guillemets, le fait que le vieillissement est moins avancé, mais aussi lié à des flux d'immigration aux États-Unis qui ont permis en fait de gérer finalement en douceur ce qui aurait pu être un épisode de pression trop importante sur l'offre. Et on a eu un atterrissage finalement, même une absence d'atterrissage liée au fait que les entrées sur le territoire américain ont permis de maintenir un dynamisme de la consommation sans se traduire par des déséquilibres trop importants en termes en particulier de l'inflation. On a réussi à faire atterrir l'inflation, elle est encore trop élevée, on y reviendra je pense, mais en tout cas on a réussi à la faire ralentir de manière significative sans ralentissement de l'économie réelle, et une bonne partie de l'explication tient au flux de population qui sont arrivés aux États-Unis. Donc ce sont vraiment des facteurs assez structurels, assez durables qui expliquent cette performance américaine. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, Gilles ? Dans le cadre d'une alternance, y compris d'une alternance Trump après une présidence Biden, c'est pas le genre d'alternance qui remettra en cause ce que vous décrivez comme étant des tendances lourdes et profondes ? Ça dépend des sujets. C'est-à-dire que sur l'innovation technologique, sur les gains de productivité, on peut probablement compter sur un nouvel effort de dérégulation. Et ça, l'évidence académique vous dit qu'en général, si on dérégule, ça a plutôt effectivement un impact positif sur l'innovation, sur la croissance au final. Et ça, on sent que ça reste quand même une priorité importante de Donald Trump. En revanche, là où les choses sont plus compliquées, c'est sur l'offre de travail. Parce que Donald Trump s'est quand même fait élire sur un programme très clair anti-immigration qui ne parle pas simplement de réduction des flux, mais qui parle de renvoi vers le territoire d'origine d'une partie de la population aujourd'hui travaillant aux États-Unis, certes de manière illégale, mais contribuant de manière tout à fait effective à cette croissance américaine. Et c'est probablement l'un des premiers facteurs à surveiller dans l'année 2025, c'est dans quelle mesure et à quelle vitesse Donald Trump va conduire des politiques qui vont recréer en fait de la tension sur le marché du travail en réduisant cet afflux de population active. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets stabilisants. Je pense que les grands secteurs industriels américains vont aller expliquer assez vite à la Maison-Blanche ce qui risque de se passer si on a un arrêt brutal des flux. Mais ça, c'est quand même un élément plutôt négatif dont la toxicité pourrait se révéler un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un effet feel good sur la confiance générale
fédérale aux États-Unis. Voyons comment ça tient une fois qu'on verrait les premiers effets, par exemple, sur les entrées sur le territoire américain. Ce qui est intéressant, c'est que sur les derniers mois de la présidence Biden, Biden a fait passer quand même un décret sur l'immigration qui a déjà limité quand même les flux migratoires sur quelques mois. J'entends Gilles, pas sur l'ensemble de sa présidence, mais sur les derniers mois, là, août, septembre, je crois que c'est assez visible dans les chiffres de flux qu'on peut avoir. On verra comment est-ce que tout ça tourne effectivement à partir du 20 janvier prochain. Le sujet de la réserve fédérale américaine, alors Jérôme Powell s'exprime bien sûr ce soir, mais j'allais dire sous Trump 2.0, qu'est-ce qui peut évoluer dans la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine? Déjà avant ça, dans quelle mesure est-ce que la Fed a encore des marges de manœuvre, j'allais dire indépendamment des choix politiques qui pourraient être annoncés dans les prochains jours ou à partir du 20 janvier prochain? Et puis ensuite, une fois ces choix politiques annoncés, dans quelle mesure est-ce que ça peut faire bouger ou non d'ailleurs la réserve fédérale américaine de son chemin? Oui, je pense que ça, c'est un point important, c'est qu'avec ou sans Trump, c'est-à-dire que la question de Trump nous obnubile un peu tous, mais avec ou sans changement politique américain, on était dans une situation où le flux de nouvelles sur l'inflation n'est pas exactement celui qu'on voudrait avoir. On a eu, je l'ai dit, un vrai ralentissement d'inflation, mais on est encore très loin de l'objectif de la Fed. Je rappelle que le core CPI est complètement bloqué depuis 4 mois à 3,3% en glissement annuel. Alors on cherche à chaque mois à trouver une nouvelle raison un peu idiosyncratique qui pourrait expliquer une résistance un peu résiduelle. Mais voilà, 4 mois, ça commence à être un peu long. Et c'est peut-être en liaison d'ailleurs avec ce que vous évoquiez sur les premiers effets des blocages Biden sur les entrées. On commence à retrouver aussi quelques facteurs de tension sur le marché de l'emploi aux États-Unis. On a par exemple des salaires qui ont recommencé à accélérer. Donc de toute manière, avec ou sans Trump, je pense que la Fed devrait ralentir le rythme de baisse de ces taux. Le dot plot, les fameuses prévisions médianes du FOMC du mois de septembre étaient cohérentes avec 4 baisses de taux en 2025, ce que tout le monde a traduit par une baisse de taux par trimestre. Je pense que, encore une fois, avant même la prise en compte de ce qui pourrait nous venir de l'administration américaine, la Fed serait amenée à revoir le nombre de baisses en 2025, probablement aux alentours de 3. Et pour ma part, si en plus de ça, de cette situation de départ un tout petit peu problématique sur l'inflation, on ajoute ce qui est probable en termes d'annonce de la part du gouvernement américain, à ce moment-là, ce n'est pas 2 ou 3 baisses qu'on aura en 2025, mais ce serait simplement une. Bon, la question tarifaire, notamment, ça nous amène à regarder la question des tarifs douaniers. Alors peut-être de la perspective du reste du monde, de l'Europe en premier lieu, Gilles, si effectivement ces tarifs annoncés, préannoncés deviennent le marqueur fort du mandat de Trump 2.0, quels sont les différents scénarios auxquels on peut se préparer et quel type de réponses les plus pertinentes, espérons-le, est-ce que l'Europe pourrait apporter ? Alors, moi, en la matière, je suis un libre-échangiste de stricte obédience. Je crois qu'il y a assez peu de vérité révélée en matière de sciences économiques, mais le fait qu'en général, le libre-échange, c'est pas mal, ça, j'y crois assez. Et je sais que Christine Lagarde s'est pris beaucoup de commentaires très acerbes lorsqu'elle a dit dans un discours que peut-être que la bonne réponse européenne serait de ne pas répondre à des droits douane américains. C'est peut-être pas la bonne posture à avoir en termes de négociation vis-à-vis de Washington DC, mais sur le fond, elle a raison. C'est-à-dire que si tout ce à quoi les producteurs européens ont à faire face en 2025, ce sont des droits de douane de 10% sur ce que l'on vend aux États-Unis, honnêtement, c'est gérable. C'est gérable parce que ce serait 10% pour nos produits, ce serait 10% sur les produits des autres, probablement plus sur les produits chinois. Donc on ne perdrait pas de compétitivité relative par rapport à nos compétiteurs sur le marché américain. On perdrait de la compétitivité simplement par rapport à des producteurs américains qui souvent sont assez peu nombreux, qui parfois peuvent être un peu médiocres. Et par ailleurs, 10% de droits de douane, ça vale en quelques semaines de dépréciation du taux de change. Et notre taux de change a déjà déprécié de manière assez significative par rapport au dollar. Donc sur cet aspect-là de la politique de Trump, moi, ma réponse naturelle serait de dire peut-être ne faut-il pas répondre. Je sais que politiquement c'est différent, mais sur le fond, je pense qu'il ne faut pas répondre. La vraie difficulté pour moi, elle ne passe pas par là, elle passe par l'effet indirect de droits de douane qui seraient là pour le coup prohibitifs
levée par les Américains sur des produits chinois, qui pourrait se traduire par un dévissage du yuan et donc par un surcroît de compétitivité des produits chinois sur notre propre marché et vis-à-vis de compétiteurs sur des pays tiers. Et là, la réponse devient assez complexe. Et dans le cas chinois, surtout s'il y a entre guillemets une manipulation du change, là, effectivement, on peut mettre en place des mesures de mitigation. Mais le choc américain lui-même, je pense que ce serait une erreur que de courir immédiatement à la question des rétorsions. J'entends. Ne pas répondre, effectivement, ne pas répliquer ce que disait Christine Lagarde, ça concerne la sphère politique. Pour la sphère de la politique monétaire, ce serait perçu comment par la Banque Centrale Européenne, Gilles ? Pour moi, en revanche, alors je sais que les faucons de la BCE aiment à dire qu'une guerre commerciale, ce serait inflationniste parce que ça se traduirait par une disruption des chaînes de production. À mon sens, l'impact le plus évident si on a à faire face à une guerre commerciale américaine, c'est plutôt quand même, en tout cas en première analyse, un effet supplémentaire de réduction de l'activité en Europe. Et la réponse normale dans ce cas-là, c'est d'avoir une politique monétaire qui devient de plus en plus accommodante et qui, ce faisant, crée les conditions d'une dépréciation de l'euro qui permet de répondre, et là d'une manière à mon avis assez juste, à la mise en place de droits de douane plus importants aux États-Unis. Et j'ai l'impression que tout le débat à la BCE, en fait, c'est complètement déplacé. C'est-à-dire que dans ce qui a été dit par la BCE aujourd'hui, si vous êtes un faucon, vous entendez on va jusqu'au taux neutre, et le taux neutre c'est peut-être simplement 2, même peut-être un peu plus que 2 et on s'arrête là. Si vous êtes une colombe, vous entendez peut-être qu'on peut aller même plus loin et qu'on peut aller en territoire véritablement accommodant. Et je pense que c'est ce qu'ils finiront par faire et que l'une des raisons de ce passage en territoire accommodant, c'est précisément de prendre en compte le fait qu'on rentrerait dans une guerre commerciale, non pas simplement vis-à-vis des États-Unis, mais aussi via les effets indirects sur les produits chinois. Ouais. Avec l'idée que ces baisses de taux pourraient s'accélérer, ou en tout cas que le rythme des pas pourrait peut-être à un moment changer sur la fin de ce cycle de baisse de taux. Un mot pour conclure de l'Allemagne. Ce sera la prochaine élection la plus importante du monde, le 23 février prochain en Allemagne. Gilles, je ne sais pas quel niveau d'espoir vous avez. L'espoir fait vivre, mais en même temps, l'espoir ne fait pas une stratégie, a-t-on coutume de dire. Gilles, j'ai regardé un peu rapidement les plateformes là, proposées depuis le vote, effectivement, qui déclenche les élections. Bon, je vois que CDU-CSU, emmené par Friedrich Merz, on commence par 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses sociales. Tout bon budget allemand commence par quelques dizaines de milliards d'euros d'économies, quoi. Oui, je pense que ça doit appeler à réviser un tout petit peu l'enthousiasme sur ce fameux bouger de la part de Merz. C'est vrai qu'il y a une ouverture de la part de Merz sur cette question du frein de dette. Il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il est ouvert à ce qu'on révise un peu le système, en tout cas pour financer un surcroît d'investissement. Mais la CDU ne s'est pas transformée en 48 heures en parti néo-keynésien favorable à une inflation des dépenses sociales. On est un peu dans le jeu politique préélectoral. Je pense que la CDU joue sa partition de centre droit et c'est une partition finalement assez classique. On verra ce qui sort des négociations. Mais ce qui pour moi est important, c'est la temporalité. C'est-à-dire que pour moi, de voir le marché qui s'est un tout petit peu enthousiasmé dès le mois de novembre, parce qu'on a eu ces premières déclarations de Merz, ça me paraît ne pas intégrer le fait que les élections auront lieu en février, que la négociation d'une coalition, ça prend toujours assez longtemps en Allemagne, et que la réforme institutionnelle du frein de dette, ça prendrait encore plus longtemps. Donc on va sans doute vers un bouger, ça semble de plus en plus consensuel en Allemagne, mais pour moi c'est plus un bouger dont les effets se feraient sentir, en tout cas macroéconomiquement, en 2026 et pas en 2025. Bon, les séquences vont être importantes en 2025. La séquence Trump, la séquence allemande, et on suivra ça évidemment avec grand plaisir avec vous, Gilles. Merci beaucoup, Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.